à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule, donc en lien avec le chapitre 2 qui porte sur le processus interne de la motivation et le concept d'implication. Pour commencer par une illustration, vous connaissez probablement tous ces événements où pendant une journée vous allez souffrir, vous allez galérer, vous allez être plein de boue toute la journée, ça va être très difficile. Et pourtant, il y a de plus en plus de participants à ce type d'événement. Ces événements ils répondent à différentes motivations. Vous avez par exemple la motivation en termes de santé, de vous maintenir en bonne santé. Donc vous allez vous entraîner, vous préparer, ce qu'on va retrouver aussi dans les marathons. Il y a toute une préparation qui permet d'accéder à l'événement et qui vous donne un objectif et vous permet de vous maintenir en bonne santé. Il y a aussi les motivations en lien avec de se faire respecter. Le fait d'avoir participé à cet événement vous donne un certain prestige et permet de vous faire respecter par votre entourage. D'autres motivations qui ont été mises dans l'avant aussi dans les recherches sur ce type d'événement, c'est les motivations sociales. Quand vous allez participer à cet événement, vous allez intégrer une communauté et vous allez avoir des liens avec d'autres personnes et donc cette recherche du lien, ce besoin d'appartenance au groupe va être comblé par ce type d'événement. Vous avez aussi un sentiment d'accomplissement, le fait de réussir cet événement que vous savez que tout le monde n'arrive pas à réaliser cet événement, mais c'est un sentiment d'accomplissement de faire partie des élus qui ont réussi à passer au travers de ces différentes épreuves. Et on retrouve aussi la notion de flow, que l'événement va présenter un niveau de difficulté en lien avec votre niveau de compétence, et donc ça va vous apporter de la satisfaction et de la joie en lien avec la participation à cet événement. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les motivations qui sont derrière les comportements des consommateurs. La motivation, qu'est-ce que c'est? La motivation, elle fait référence aux processus qui conduisent les gens à agir. C'est la motivation qui explique les comportements. Elle survient lorsque le consommateur souhaite satisfaire un besoin. L'ampleur de la tension détermine l'urgence que ressent le consommateur à le satisfaire. Cette urgence est appelée une pulsion. Si on s'intéresse au parcours client, au parcours du consommateur, ça part par la reconnaissance du problème, par la reconnaissance d'un besoin, donc un problème qui génère un besoin. Et suite à ce besoin, il va y avoir le consommateur, il va être motivé à subvenir, à combler ce besoin. Pour ça, il va rechercher de l'information de manière interne, il va faire appel à sa mémoire, ou externe, il va chercher dans son environnement, sur Google, auprès de ses amis, des solutions. Il va évaluer les options, il va choisir ensuite le produit ou le service qui répond le mieux à son besoin, et puis il va évaluer son processus et est-ce qu'il est satisfait de ce parcours client. Donc ça, c'est un des parcours clients type. Vous l'avez ici présenté d'une autre manière et plus synthétisé. Donc il y a le besoin, donc par exemple j'ai faim, qui génère un objectif, je veux manger pour combler mon besoin, donc je suis motivé à combler mon besoin. Je cherche dans ma mémoire, je cherche dans mon environnement les meilleures solutions pour combler ce besoin, et ensuite je vais passer à l'action. La théorie principale sur la motivation, c'est l'idée d'homéostasie. Selon la théorie de la pulsion, l'être humain est motivé par le rétablissement de l'équilibre qui a été perturbé par des besoins physiologiques. L'idée, c'est qu'on recherche un état neutre. Si vous avez trop d'émotions négatives, vous allez essayer de les combler pour revenir à un état neutre. Vous avez aussi dans le livre l'exemple de la chaleur. Si vous avez trop chaud, votre corps va transpirer pour réguler cette chaleur et cette température. Donc, c'est cette idée derrière que le concept d'homéostasie, c'est qu'on va essayer de revenir à un état neutre. Donc s'il y a un stimuli qui a créé un besoin, donc qui peut être un besoin physiologique comme la faim, on va mettre des actions en œuvre pour revenir à un état neutre. Différentes motivations qui peuvent rentrer en conflit. C'est ce qu'on appelle les conflits de motivation. Vous avez le conflit approche-approche, c'est-à-dire vous avez tous sûrement besoin de vacances, et vous hésitez entre mettre de l'argent sur les vacances ou mettre de l'argent sur une nouvelle voiture. Donc c'est deux éléments positifs, deux besoins positifs, et donc vous allez devoir choisir et vous allez être motivé à combler plutôt un besoin que l'autre. Le conflit motivation approche versus évitement, là c'est l'exemple que vous voyez à l'écran, c'est typiquement la glace.
où vous faites attention à votre ligne et vous avez en même temps envie de manger une glace. Donc, c'est de savoir si vous allez être plutôt motivé à combler votre besoin de manger la glace ou plutôt motivé à conserver votre ligne et ne pas prendre de ventre. Ensuite, vous avez le conflit motivation-évitement versus évitement. Là, c'est réduire une difficulté pour essayer de revenir à l'homéostasie, à un état neutre. Donc, j'ai mal aux dents et j'ai pas envie d'aller chez le dentiste. Et ben, lequel je choisis. Donc, pour essayer de revenir à cet état neutre. Donc, c'est les différents conflits de motivation. Donc, comme vous l'avez vu dans cette première partie, c'est le besoin qui va être à la base de la théorie de la motivation. Donc, on va maintenant s'intéresser à ces fameux besoins. Les besoins, ça part de la reconnaissance d'un problème. Il y a une prise de conscience d'un besoin. Et ce besoin, c'est la différence entre la situation réelle vécue par le consommateur et l'état désiré. Donc, vers quoi on souhaite aller. Que ce soit une réduction de peine ou aller vers quelque chose de positif. Et il intervient souvent suite à un stimuli. Donc là, vous travaillez fort dans ce cours du comportement du consommateur et peut-être qu'en sortant de la rue, vous allez avoir une publicité d'un séjour à Cuba. Et là, ça va vous donner envie. C'est un stimulus qui peut déclencher votre besoin. D'un point de vue de définition, le besoin, c'est une expression des caractéristiques physiques et psychologiques d'une personne. C'est observable par des stratégies visant à produire du plaisir ou réduire la douleur. Donc on cherche un état positif ou autrement on essaye de réduire une douleur. Donc c'est la différence entre l'état souhaité et l'état réel comme l'illustre le schéma sur cette diapositive. Le déclenchement des écarts, c'est ce que le consommateur souhaite versus ce qu'il a. Ce qu'il souhaite, ce qu'ont les autres personnes, ce qu'il y a de mieux dans le passé. Donc ça, c'est le côté de ce qui motive les consommateurs à réaliser des achats, réaliser des expériences. Mais il y a aussi une autre théorie qui va à l'inverse de ça, c'est tous ceux qui se battent contre ce côté consumériste, ce côté capitaliste, donc qui vont adopter la simplicité volontaire, qui vont essayer de réduire leurs besoins, ou qui vont adopter la consommation socialement responsable, de prendre des objets plus fiables pour consommer moins souvent, voire aller jusqu'à déconsommer. Donc, illustration de comment les entreprises elles jouent sur ces besoins. Donc, avec ici une publicité pour le Mazda CX-9 qui met en avant: j'ai besoin de cette siège, j'ai besoin de la technologie la plus récente, je veux de l'innovation, j'ai besoin de sécurité et de fiabilité, je veux du luxe, je veux faire tourner les têtes. Donc voilà, ils mettent en scène les besoins pour inciter au passage à l'action. Donc c'est un stimuli pour essayer de générer des besoins. Dans la partie consommation responsable, donc vous avez ici quelques exemples, donc avec l'investissement socialement responsable, la journée sans achat, les supermarchés Avril qui proposent des produits éco-responsables. Donc ça, ce sont donc tout ce qui va, c'est une nouvelle théorie, cette nouvelle mouvance qui vise à réduire les besoins, donc de manière rationnelle, essayer de réduire nos besoins. En lien avec cette approche, il y a une théorie qui est très intéressante, c'est la théorie du self-licensing, désolé pour l'anglicisme. C'est l'idée que quand vous faites une bonne action, eh bien vous avez droit à une action de plus. Donc c'est par exemple si j'ai pris une salade en entrée, eh ben, je vais me permettre un dessert derrière. Donc c'est quelque chose pour un peu tempérer ce cadre des besoins. Des personnes qui souhaitent réduire donc leurs besoins. Ces différents besoins, ils ont été classés par de nombreux chercheurs. Donc là, je vous propose une des classifications. Donc il y a les besoins physiologiques, les besoins psychogéniques, les besoins utilitaires, les besoins hédoniques, donc notamment avec les travaux d'Holbrook et d'Hirschman, d'aller chercher du plaisir, d'aller chercher de l'hédonisme, les besoins basiques et les besoins exprimés en opposition aux besoins latents.
Donc ça, c'est une classification où il n'y a pas d'ordre. Et une des approches de Maslow, donc la théorie des besoins de Maslow, dont vous avez sûrement entendu parler dans le cours d'introduction au marketing, donc c'est l'idée de classer ses besoins selon une pyramide. Donc la théorie de Maslow, c'est qu'on aurait d'abord, il faut d'abord combler les besoins physiologiques, donc respirer, boire, manger, dormir, pour aller ensuite combler les besoins de sécurité. Donc là, on imagine l'homme de Cro-Magnon qui commence d'abord à manger et respirer, et une fois que tout le monde a mangé, eh ben, il essaye d'aller dans sa grotte et puis protéger sa grotte. Les besoins d'appartenance, donc là le côté affectif, l'homme n'est pas n'est pas une espèce animale qui vit de manière solitaire, donc on vit en groupe et on a un besoin d'affection, d'amour, donc qui correspond à ce besoin d'appartenance. Le besoin d'estime, d'être respecté par les autres, d'être valorisé par son entourage, et le besoin d'accomplissement qui serait le sommet de la pyramide, donc d'essayer d'accomplir des événements dans sa vie. Cette théorie de Maslow, elle est présentée dans plein de cours, donc vous avez dû probablement la voir, mais elle reste très critiquée. Elle reste très critiquée, pourquoi? Notamment par ce côté de hiérarchisation des besoins. L'idée qu'il faudrait combler le seuil précédent pour accéder aux besoins suivants, ben c'est quelque chose de très critiqué. Vous connaissez probablement tous quelqu'un qui va tout miser sur le travail aux dépens de sa santé, ou qui va acheter une voiture de luxe pour le besoin d'estime, et puis vivre dans une banlieue insécuritaire, dans un sous-sol avec un appartement tout dégradé, mais parce qu'il aura tout mis dans sa voiture. Donc il y a aussi des différences culturelles. Donc voilà, cette idée de pyramide de Maslow, aujourd'hui, elle est très critiquée. Donc elle est toujours présentée parce que c'était quand même une grande avancée, mais elle reste à prendre avec des pincettes, et notamment le côté de hiérarchisation. Autour de ces motivations, il y a eu, comme vous l'imaginez, un grand nombre de recherches, parce que c'est quelque chose de clé. Ça permet d'expliquer les comportements. Ce sont les ressorts des comportements, les leviers sur lesquels on va pouvoir agir pour influencer les comportements. Pourquoi ce sont des leviers? Donc les premières recherches, elles viennent de la psychologie, et notamment des travaux de Freud, qui dit qu'on aurait donc la personne, elle pourrait découper entre le ça, c'est ses besoins primaires de manger, selon Freud, d'activité sexuelle, de tout ça, donc ce seraient les besoins primaires. Là-dessus, il y aurait le surmoi qui là amènerait le contrôle pour être adapté en société, vivre en société, donc qui résulterait d'un apprentissage des règles de la société. Donc, et ces deux-là, il serait le ça, donc les besoins primaires, les pulsions, et le surmoi, le contrôle en lien avec la société, serait, comme vous pouvez l'imaginer, en opposition, et ça permettrait de générer le moi. Donc, dans la lignée de ces travaux, les marketeurs, ils se sont dit, ah mais du coup, on va travailler sur l'inconscient, et puis on va réussir, en travaillant sur l'inconscient, à influencer les comportements. Donc ça a été les premières recherches dans les années 60-70, donc essayer de comprendre les besoins latents des consommateurs et les motivations qui ne seraient pas exprimées. Les résultats ont montré que c'était très difficile, que les êtres humains étaient tous différents, et qu'on avait du mal à explorer l'inconscient des individus, et aussi du mal à l'influencer. C'est ce qui a donné de mauvaise presse au marketing, mais la réalité, c'est que ça n'a pas très bien fonctionné. Par contre, ce qui reste de ces recherches, c'est la méthodologie qui a été mise en place pour conduire ces recherches. Ce qui nous amène aux théories de la motivation et la recherche motivationnelle. Donc il y a différentes manières de réaliser ces recherches. Vous avez et qui sont encore utilisées en marketing. Donc il y a le focus group. Vous allez réunir des personnes dans une pièce, les faire discuter autour d'un sujet, essayer de faire ressortir leurs aspirations, leurs besoins latents, leurs désirs, pour pouvoir ensuite y répondre du mieux possible. Donc ça, c'est une première forme de recherche qualitative. Vous avez les entrevues individuelles semi-dirigées, où là vous avez un guide d'entretien, donc des questions qui sont organisées par thématique,
et avec des questions de relance. Et là aussi, donc c'est dans l'échange avec des consommateurs, et ben, vous essayez de comprendre quels sont les leviers cachés derrière les comportements, quelles sont les raisons des comportements chez les consommateurs. Et ensuite, vous avez les techniques projectives, où là, on va essayer d'aller chercher des éléments de manière indirecte. Donc, ça peut être utilisé sur des sujets tabous. Par exemple, si vous faites une étude sur le racisme, et ben la majorité des personnes, elles vont vous dire spontanément qu'elles ne sont pas racistes, parce qu'il y a un biais de désirabilité sociale. Donc, elles vont vous dire, bah, moi, je ne suis pas raciste. Mais ils ont montré dans ces études que, par exemple, si vous présentez des qualités et puis derrière des photos d'un individu noir ou d'un individu blanc, et ben une personne qui est raciste, même si elle a une personne qui avait dit qu'elle n'était pas raciste, et ben si elle a au fond d'elle un fond de racisme, et ben ils ont regardé le temps d'attribution de qualité positive à l'individu noir ou de qualité positive à l'individu blanc, et suivant le temps de réaction, et ben ils estiment qu'il y a quand même peut-être un racisme tacite qui est caché au sein de l'individu. Donc c'est voilà, des exemples de recherche où on va essayer d'aller chercher un peu l'inconscient de l'individu et aller derrière juste ce qu'il dit à l'oral. Donc d'un point de vue marketing, un autre exemple donc, que vous avez à l'écran, on présente deux listes d'achats séquentielles, et puis il y a juste un élément qui change, c'est le parfum, et on va regarder ensuite, on demande quelle est selon vous la liste qui correspond à un individu plus sympathique que l'autre. Et suivant s'il y a des différences significatives, eh ben, on peut conclure que le parfum il y a une perception, un inconscient autour de la marque de parfum qui est exprimé donc, par ces techniques projectives. Donc ça, c'est voilà, le résultat de ces recherches sur l'inconscient, ben, c'est surtout l'approche qualitative qui a été associée. D'autres techniques projectives, le portrait chinois, donc qui consiste à réaliser des associations entre des objets concrets, des marques, des produits et des symboles populaires, des animaux, des pierres, des couleurs, des hommes célèbres, dans le but de donner un caractère à la marque ou au produit, donc en lien avec la personnalité de la marque. Donc, exemple concret autour de Coca-Cola, si Coca-Cola était un homme célèbre, ce serait, je vous laisse essayer d'imaginer les réponses, si Coca-Cola était un animal, ce serait, si Coca-Cola était une couleur, ce serait, si Coca-Cola était une pierre, ce serait, si Coca-Cola était une plante, ce serait, si Coca-Cola était une chanson, ce serait. Donc tout ça va nous permettre d'aller interroger l'inconscient des répondants. D'autres études ont montré que cette motivation à aller répondre à un besoin, à aller rechercher de l'information sur un produit ou un service, ben, dépendait aussi de l'implication. Donc on va maintenant s'intéresser à l'implication. Donc l'implication, une définition, c'est un état non observable de motivation, d'excitation ou d'intérêt. Elle est créée par un objet ou une situation spécifique. Donc c'est l'idée que selon l'acte d'achat, eh ben, on est plus ou moins motivé. Pour prendre un exemple, vous ne mettez pas la même intensité dans votre recherche, dans votre motivation quand vous achetez un dentifrice par rapport à quand vous achetez un objet plus impliquant comme une maison ou une voiture. Donc c'est l'idée que cette implication, elle va avoir une incidence sur la motivation. Elle entraîne des comportements, certaines formes de recherche de produits, de traitement de l'information et de prise de décision. Donc différentes conséquences de l'implication. La nature de l'implication est à la fois cognitive et affective. Donc cognitive, on va rationaliser le processus de recherche, on va aller chercher les caractéristiques techniques du produit, comment le produit va pouvoir répondre au mieux à mon besoin. Et elle peut être affective aussi, donc je suis très impliqué dans tel concert parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup et donc je connais tout de ces artistes, je les aime, donc tout ce type d'implication. Elle est durable, indépendante et situationnelle, donc on est impliqué de manière différente à différents moments. L'objet de l'implication, ça peut être un produit ou une publicité
ou une situation. Par exemple, peut-être que certains d'entre vous sont très impliqués dans l'organisation du repas familial de Noël, dans l'achat des cadeaux. Donc c'est cette situation, ils vont mettre une forte implication dans tout ce qui va entourer le moment de Noël. Et d'autres n'accorderont aucune importance à Noël, mais par contre vont être très impliqués dans une passion, dans un sport. Donc voilà, il y a différents objets de l'implication. Les conséquences de l'implication, on en a déjà parlé un peu, mais c'est que le processus de traitement de l'information, il va être différent. Vous n'allez pas mettre la même intensité si vous êtes très impliqué par rapport à si vous êtes peu impliqué. Donc le parcours client, il va être probablement plus long et vous allez mobiliser plus de ressources en termes de temps, d'argent, voilà, de recherche d'informations. Vous allez être, par rapport à la publicité, il y a plusieurs études qui ont montré que sur des objets peu impliquants, eh ben, l'individu il va être plus malléable par la publicité. La publicité elle va avoir plus d'impact. Si sur des dentifrices, vous voyez et que vous êtes peu impliqué sur les dentifrices, pour prendre le même exemple, et que vous voyez plusieurs publicités régulièrement en lien avec les dentifrices, eh ben, vous allez peut-être finir par acheter la marque que vous avez vue en publicité, parce que vous êtes peu impliqué, donc vous avez un processus de recherche d'information qui est très court quand vous êtes dans le magasin, donc vous risquez de prendre la marque que vous avez le plus souvent vue. A l'inverse, donc pour à nouveau reprendre le même exemple, si vous achetez une voiture, c'est un achat impliquant qui va demander beaucoup de ressources financières, et ben les publicités vont peut-être avoir moins d'impact parce que vous allez être plus compétent dans le domaine de la voiture, vous allez mieux connaître le marché, vous allez mieux connaître les différentes voitures qui existent, les différences en termes de produits, les différences en termes de marques, et donc vous allez être moins influençable par la publicité. Donc c'est les études de Krugman en 1965 qui ont vraiment mis de l'avant ces aspects autour de l'implication. Pour rester dans les voitures, l'individu des fois il peut être tellement impliqué qui finit par donner vie à son produit et donner une personnalité à sa voiture. Donc peut-être que certains d'entre vous ont donné déjà des noms à leur voiture. Ma compagne appelle sa voiture Titine, et Titine va bien, Titine va pas bien. Donc la voiture devient vivante, et il peut y avoir des interactions, on peut échanger avec le produit. Donc c'est le fruit d'une forte implication. Donc voilà pour les petites illustrations sur l'implication. Le modèle théorique derrière l'implication, donc que vous avez sur la diapositive suivante. Donc il y a des facteurs individuels, donc le besoin, l'intérêt, l'expérience, la valeur, les stimuli extérieurs, donc on en a parlé, les publicités, les différences entre les options, les sources et contenus de la communication, la complexité à choisir les différents produits, s'il y a vraiment beaucoup de produits, de différences, le risque perçu en lien avec la marque ou le produit, les facteurs de la situation aussi, donc avec le type d'achat, type d'utilisation, l'occasion, donc tout ça va avoir une incidence sur l'implication, ça va générer plus ou moins d'implication, et cette implication va avoir des conséquences sur l'efficacité publicitaire, sur la catégorie de produits, sur la manière d'acheter, sur le processus d'achat. Donc voilà le modèle autour de l'implication qui est intéressant. Donc on en a fini avec ce deuxième chapitre. Donc je vous laisse maintenant quelques questions de quiz dont il faut trouver les réponses. Et à vous de jouer. À bientôt.